reprochait d'avoir fait le choix de baisser les impôts sur les entreprises, en nous expliquant que c'était des choix irresponsables en termes budgétaires. Qu'est-ce qu'on constate? Les recettes augmentent aujourd'hui. On constate que les recettes augmentent. On est face à un moment qui est assez formidable, puisque on est en train de faire la démonstration que baisser la fiscalité sur les entreprises, ça permet d'augmenter les recettes de l'État. Et qu'il vaut mieux taxer moins un plus gros gâteau que taxer plus un gâteau qui se rétrécit. On a passé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. On collecte plus d'impôts sur les sociétés depuis qu'il est à 25% que quand il était à 33%. Donc oui, nous assumons un certain nombre de dépenses ou de pertes de recettes, mais qui vont permettre d'améliorer la croissance potentielle de la France, puisque l'activité économique se développe dans notre pays. Ce sont autant de recettes ensuite pour nos budgets. Qui provoque principalement cette hausse cette année. Il y a l'inflation, il y a aussi la hausse des taux. Je rappelle qu'un point de hausse des taux sur la dette, c'est 40 milliards de charges supplémentaires au bout de 10 ans. Les taux, ils ont augmenté de 2 points cette année. On est passé de 0 à 2%. Est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, on devra payer 80 milliards d'euros de charges supplémentaires par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui? On est à 1,9 je crois au dernier pointage, on a des taux qui restent soutenables, mais là aussi je veux apporter un message de confiance. Et une dette, des obligations qui doivent être appréhendées dans leur coût sur un cycle économique plus que sur une année. Moi je veux vraiment apporter ce message de confiance. On garde la confiance des investisseurs, des agences de notation, précisément parce qu'on fait la démonstration, on est capable d'avoir une politique de responsabilité budgétaire, mais aussi parce qu'on fait les choix nécessaires de manière structurelle pour améliorer le potentiel de croissance de la France. Alors vous avez parlé de la politique de l'offre business, la baisse des impôts, qui effectivement rapporte bien davantage de recettes fiscales. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer un peu comment on prépare le prochain budget dans le cadre que nous venons de dépeindre ensemble, qui n'est pas très joyeux, qui n'est pas le plus évident. La semaine dernière, le président de la République a indiqué en amorce du Conseil des ministres, a parlé de la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Est-ce que ça signifie aussi la fin des dépenses? Parce que les recettes, c'est un levier, mais il y a aussi des dépenses pour réduire le poids des déficits. Il faut maîtriser le rythme d'augmentation de nos dépenses. Notre ligne, elle est claire. On veut que l'augmentation des dépenses publiques soit moins rapide que l'augmentation de nos recettes. C'est ça la règle qui a été fixée, c'est ça qui est dans le programme. Et pourtant, tous les budgets des ministères augmentent quasiment, la quasi-totalité des budgets des ministères augmente l'année prochaine. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Le rythme d'augmentation de nos dépenses dans les 5 ans qui viennent, c'est le plus ambitieux, le plus maîtrisé depuis 20 ans, celui qui a été prévu dans le programme de stabilité. L'an prochain, dans le budget que nous présenterons avec Bruno Le Maire dans quelques semaines, les dépenses de l'État baisseront en volume de 2,5% par rapport à la dernière loi de finances rectificative. Il y a des efforts qui sont faits par les ministères. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on a besoin d'un certain nombre de dépenses, encore une fois, pour accompagner nos réformes structurelles et pour investir. Il y a des dépenses qui rapportent et des économies qui coûtent. C'est ma conviction. Et on a vu lors de précédentes crises dans notre pays que d'autres choix qui avaient été faits, qui étaient des choix peut-être sur le papier et au moment T perçus comme plus responsables budgétairement, ont coûté ensuite à l'économie française et donc au budget de l'État bien des années plus tard. Ce budget, on parle beaucoup de 49.3, j'en terminerai par là avant de passer à Laurent Wauquiez. On parle beaucoup de 49.3. Vous pensez que ça va se terminer ainsi? Moi, des accords seront possibles à l'Assemblée. Je ne fais pas de politique avec une boule de cristal, je fais de la politique avec une boussole. Et notre boussole, on l'a vu encore cet été, c'est la recherche du compromis et la recherche de solutions partagées avec des parlementaires, des groupes politiques, y compris dans l'opposition. Pour trouver des compromis, il faut être deux. On a vu cet été qu'on était capable d'y arriver, puisque le projet de loi de finances rectificative, le projet de loi sur le pouvoir d'achat, ont été adoptés avec des voix venant de l'opposition. Je constate aujourd'hui, je vois un certain nombre de déclarations, c'était encore le cas dimanche dans le journal dimanche, ou en tout cas de déclarations rapportées, indiquant qu'avant même que nous ayons présenté le projet de loi de finances, certains groupes politiques annonçaient qu'ils allaient voter contre pour des raisons symboliques. Si vous avez des groupes politiques qui décident de voter contre pour des raisons symboliques, qui ne veulent pas rentrer dans le débat et dans la recherche du compromis, par définition, vous êtes amené ensuite à actionner des leviers constitutionnels qui sont prévus pour permettre à notre pays de fonctionner. Alors on a la chance d'avoir Laurent Wauquiez autour de cette table ronde. Il va pouvoir vous répondre très directement. Est-ce qu'un compromis est possible sur un budget à l'Assemblée nationale? Et plus largement, pendant la campagne présidentielle, les Républicains ont accusé Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse, une expression que vous connaissez bien puisque vous en portez la paternité. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux finalement dans la crise? Sur le compromis d'abord.
Moi, je suis pas là ce matin pour prétendre la droite ferait mieux, la gauche ferait moins bien, le gouvernement actuel fait mal. Parce que je pense que si c'était le problème de notre pays, ce serait très rassurant. Si le seul sujet c'était ce que fait M. Attal ou ce qu'a fait M. Macron, ce serait très rassurant. La réalité, si on est très lucide, c'est qu'on est dans un pays dans lequel on s'est habitué à considérer que la dépense publique était nécessairement synonyme de gaspillage. Et je pense qu'il faut qu'on soit très honnête, parce que si on ne regarde pas notre sujet, on n'arrivera pas à le traiter. Sur le quinquennat qui vient de s'écouler, il y a eu 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Sur ces 600, il y a 200 milliards qui sont le Covid. Et 400 milliards qui sont tout le reste. On atteint 100% de dette sur PIB avant la crise du Covid. Au cours des 3 dernières années, on a 100 milliards d'euros d'augmentation de nos dépenses ordinaires. C'est pas du tout le plan de relance, pas du tout le quoi qu'il en coûte. Et en fait, c'est installé, vous en êtes tous convaincus d'ailleurs, une mentalité dans nos têtes où on pense qu'il n'est pas possible de gérer correctement et de redresser la barre. Et ça s'est incarné, et c'est même pas un reproche pour le président de la République, parce que c'est une philosophie qui s'est installée dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy s'est soldé sur 600 milliards de dettes également. Je le dis très clairement, notre problème est beaucoup plus lourd que la question d'alternance gauche-droite, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais la philosophie française, elle s'est très bien résumée. En France, dans le Covid, on dit quoi qu'il en coûte. En Allemagne, ils disent chaque euro dépensé doit être utile. Et ce matin, le message que moi je voulais apporter, c'est que c'est possible de gérer autrement. C'est possible et ça n'est pas douloureux. Et sur la question du compromis, la seule question qui vaudra, c'est de regarder ce budget et de se dire est-ce qu'enfin on a ce changement. Et le témoignage que moi je voulais vous apporter, c'est le témoignage de la gestion d'une région, la nôtre, celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec un petit tempérament auvergnat, qui a la population de l'Autriche, le PIB de la Finlande. Quand on est arrivé il y a 5 ans à la tête de notre région, c'était la situation exactement commune de la dépense publique, avec le même discours, il y a des dépenses qui rapportent, des coûts qui coûtent, etc. Très bien. Une dette abyssale, pas depuis la création de la région, un seul mandat qui s'était écoulé sans une augmentation de taxes ou d'impôts, et les frais de fonctionnement, ce contre quoi M. Attal essaye, il a raison de lutter, qui sans cesse augmentaient. On a fait de notre unique priorité, le fait de dire qu'on redresse d'abord nos finances publiques. Avec une conviction, vous ne redressez pas vos finances publiques, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et on a plongé dans tout ce qui est la folie du gaspillage de l'argent public français, en découvrant des choses auxquelles, pourtant j'ai un peu d'expérience, je ne m'attendais même pas. On a découvert par exemple qu'on paye les trains de la SNCF même quand ils ne roulent pas. Et que donc pour la SNCF, c'est plus rentable d'avoir des trains en grève que des trains qui roulent. On a découvert, vous aurez tout à l'heure Christiane Lambert, que quand on affectait de l'argent sur l'agriculture bio, j'avais plus de permanents dans des structures administratives que d'agriculteurs bio. Et que quand je donnais 1 €, le temps qu'il arrive à l'agriculteur, il y avait 80 centimes qui s'étaient évaporés sur les process administratifs. Avec Florent Ménégo de Michelin, on s'est aperçu qu'on avait dans notre région 15 agences administratives qui soi-disant s'occupaient d'économie. Avec l'aide de Patrick, de Jean-Luc, on a nettoyé tout ça. On a travaillé en partenariat avec les réseaux des MEDEF, des CPME, des CCI, pour éviter nous-mêmes de refaire les mêmes choses et de doublonner nos services administratifs. On a par exemple pris, Geoffroy, sujet que tu connais par cœur, la formation professionnelle. On a juste fait ce petit devoir simple de se dire quand on finance une formation, à l'arrivée, les gens trouvent un emploi ou non. Ça nous a permis de baisser de 30% le budget de la formation avec une amélioration au contraire de l'efficacité. Le résultat, c'est quoi? Et c'est un message extrêmement positif. En 3 ans, on a baissé de 15% les dépenses de fonctionnement dans la région. On a géré la région sans 1 € de dette supplémentaire sur les 5 ans, crise du Covid comprise. Et on est arrivé à le faire sans aucune augmentation de taxes ou d'impôts. On a été accompagné par une agence de notation, Standard & Poor's, qui aujourd'hui classe notre région avec une note sous-jacente qui est meilleure que celle de l'État français. Et l'IFRAP a regardé ce qui a été fait sur la région et a dit, ben voilà, ça c'est la région la mieux gérée, et c'est possible. Et le message que je veux vraiment partager avec vous, c'est que contrairement à ce qu'on pense, quand vous avez une telle masse de dépenses publiques, il y a du gaspillage partout. Et donc il est parfaitement possible de réussir à faire ces économies sans qu'il y ait de drame. On n'a pas fermé de lycée, on n'a pas fermé de ligne de chemin de fer. On a juste créé une culture qui est la vôtre, celle que vous appliquez tous les jours, qui est de se dire comment on peut faire mieux et que ça nous coûte moins cher. Et c'est parfaitement faisable dans la sphère publique. Et la nouvelle supplémentaire qui est extrêmement positive, c'est qu'évidemment vous enclenchez une spirale vertueuse.
Parce que quand on a baissé nos dépenses de fonctionnement, notre note s'est améliorée. Du coup, nos frais financiers ont baissé et nous ont permis de dégager des capacités d'investissement supplémentaires. Et là où avant, nos investissements d'avenir représentaient à peine 30% de nos dépenses de fonctionnement, aujourd'hui, ils sont un tiers supérieurs à nos dépenses de fonctionnement. Et donc, on a pu lancer un grand plan d'investissement sur les infrastructures, sur l'hydrogène, sur la décarbonation industrielle. Et donc, ce que je veux vraiment secouer ce matin, aujourd'hui, il n'y a aucune fatalité au gaspillage de l'argent public. Il n'y a pas d'impuissance politique en la matière. Si on veut, c'est possible. Et l'excellente nouvelle, c'est que c'est beaucoup moins douloureux que ce que l'on pense, parce qu'en réalité, il y a des sources d'économie absolument partout. Question courte, réponse courte. Les Républicains avaient proposé un blocage des prix de l'essence à 1,50 €. Quelle est votre position là-dessus? Bercy avait calculé 40 à 50 milliards de dépenses. Est-ce que c'était la bonne voie selon vous? Non, moi, rapidement. Moi, ma seule réponse, c'est qu'on a besoin de transparence. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est l'État, par le biais de l'augmentation du prix de l'essence, encaisse des recettes supplémentaires. On s'en sert pourquoi? Ma conviction à moi, elle est très simple. C'est que, indépendamment des sujets de dépenses publiques, si vous voulez réactiver le moteur de l'économie française, il y a une priorité, c'est le travail. Il y a une seconde priorité, c'est le travail. Et il y a une troisième priorité, c'est le travail. Et juste un point dessus, notre taux d'activité en France, s'il était au même niveau que l'Allemagne, on y reviendra plus tard, on serait juste à l'équilibre budgétaire. Le problème en France, c'est qu'on a un système social qui a déstructuré le rapport au travail. Et je pense qu'il n'y a personne ici qui ne vit pas les problématiques d'embauche, les problématiques de recrutement, qui sont devenues totalement ubuesques, qui nous coûtent une fortune, et qui, si on s'occupait de ce nœud gordien, pour reprendre l'expression de Pompidou, je suis convaincu qu'on déverrouille une large partie des problèmes de la France. On en parlait tout à l'heure, Laurent Wauquiez. Merci beaucoup. Alors, Kichel, on vous passe la parole. Je rappelle, vous êtes la fondatrice du cabinet Sovereign Global Advisory. Vous êtes une ancienne associée gérante de Rothschild en charge des dettes souveraines. Quel jugement vous portez sur la situation du pays, surtout vous qui avez l'expérience internationale, vous conseillez les gouvernements tout autour du monde. Est-ce que vous avez rencontré dans vos missions des situations qui ressemblaient à celles de la France? Est-ce que c'est inquiétant? Je crois qu'il est très important de poser le problème de la dette, peut-être de manière un peu différente de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire dans son ensemble. Parce qu'on parle beaucoup de dette, on parle beaucoup de fiscalité, et si on ne parle que de ça et pas d'économie, en fait on rate une partie du problème. Parce que, et c'était un des problèmes de la Grèce, bien sûr, qu'il y avait, que j'ai conseillé, il y avait énormément de dettes. Mais le vrai sujet était qu'il n'y avait pas d'industrie, et qu'il n'y avait pas d'exportation. Et donc, quand on a un problème de balance commerciale, évidemment, on a un problème après beaucoup plus large. Et je crois que c'est de temps en temps, dans le débat sur la dette, on a tendance à l'oublier. Tout comme on a de temps en temps tendance à considérer qu'il y a des chiffres magiques. On a considéré que 100% de dette sur PIB, c'était un chiffre magique. C'est pas du tout un chiffre magique. Il y a des pays qui vivent très bien avec 200% de dette sur PIB, comme par exemple le Japon. Mais parce qu'ils ont fait des choix différents qui consistent à avoir une dette qui est détenue par les investisseurs japonais. Donc en fait, il n'y a pas de chiffre magique. On en discutait tout à l'heure avec Eric sur l'histoire de la dette. Les États-Unis, avant la guerre de sécession, considéraient que plus de 3% de dette sur PIB, c'était une catastrophe. Donc on voit bien que quand on prend cette perspective historique-là, on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. C'est pour ça que je me méfie d'eux quelque part. Tout comme, et on en parlera peut-être sur des sujets de pacte de stabilité et de retour à des chiffres, il faut les comprendre dans son ensemble. Donc tout ça pour dire que la dette en tant que dette n'est pas quelque chose qui doit être inquiétante. Le sujet, c'est de savoir quel est l'usage de cette dette. Et c'est ça le problème le plus fondamental. Vous pouvez avoir 50% de dette sur PIB, mais c'est quelque part, entre guillemets, de la mauvaise dette, parce que c'est une dette qui n'est pas productive. Et donc cette dette-là, elle sera, en trop, elle sera certainement à annuler. Enfin, il faudrait la faire disparaître. Si vous avez de la dette qui est liée à des investissements, et si vous utilisez ça pour de la transition énergétique, pour transformer les filières, là, il ne devrait pas y avoir de limite, parce que c'est de toute manière de la dette de transition qui va après mécaniquement diminuer. Et donc, je trouve que c'est un problème que de temps en temps, on ne prend pas de la bonne manière. De la même manière, et vous savez, ce commentaire a été fait au début, il faut en effet regarder le service de la dette. Je veux juste attirer l'attention de tout le monde, parce qu'en effet, la dette française est très bien cotée, et tant mieux pour nous, mais on est dans des niveaux de dette de 2%, typiquement quand on regarde les taux à 10 ans, qui sont quand même très bas historiquement. Donc on était en effet quasiment à des taux nuls ou négatifs,
Mais quand on regarde 2008, c'est finalement pas si loin, on était à des taux de 4%, 5%. Donc attention, parce que si ça remonte, en effet, ça fait évidemment peser un poids supplémentaire. Donc il faut qu'on sache aussi dans quel environnement on évolue. Et ça, quand on parle de la dette, on ne peut pas en faire abstraction. L'environnement de l'inflation, bien sûr, mais cet environnement de taux. Et on est encore dans un environnement de taux exceptionnel, ce qui est d'ailleurs quasiment plus le cas aux États-Unis, qui a déjà fait beaucoup d'augmentation de taux et qui sont redevenus à des taux déjà beaucoup plus importants. Donc je crois que c'est ça qu'il faut considérer. Et à la question que vous me posiez de est-ce qu'il y a des situations similaires, chaque pays est différent. C'est aussi pour ça qu'il faut se méfier de comparaison quand on compare avec l'Allemagne, quand on compare... Parce que quand on compare la dette allemande, la compétitivité allemande s'est faite parce qu'il y avait des accords commerciaux avec la Chine, parce qu'il y avait une monnaie qui leur a été plus favorable peut-être qu'à d'autres pays européens. Elle s'est aussi faite parce qu'il y a eu le sujet, et maintenant il est visible, de l'énergie et du gaz russe. Donc les situations sont finalement moins comparables que ce qu'on peut bien dire. Il faut faire très attention et il faut avoir la structure de la dette qui est appropriée à l'économie qu'on a. Alors Éric Monet, merci beaucoup. Alors Guichel, Éric Monet, je rappelle, vous êtes le meilleur jeune économiste 2022, félicitations. La dette, dont on le voit, c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise dette. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Et est-ce qu'on est dans du bon ou du mauvais côté de cholestérol quand on tangente les 3 000 milliards avec des taux qui montent, une inflation au plafond? Est-ce que c'est pas très inquiétant tout ça finalement? Alors, bon, votre question le suggère, la dette publique c'est un peu un drôle d'animal pour les économistes. On fait des métaphores médicales, souvent morales aussi, on la compare à la dette d'un ménage, etc. Et toutes ces métaphores ou ces comparaisons, souvent elles fonctionnent pas très bien. Parce que, et ça c'est quelque chose sur lequel les économistes ont beaucoup travaillé, la dette publique c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est comme la fiscalité, il n'y a pas vraiment d'autre équivalent dans la société que cette dette-là. Et par exemple, toutes les comparaisons avec la dette d'un ménage en particulier ne fonctionnent pas vraiment. C'est ce qu'on voit justement quand on prend une échelle, ce qu'on appelle macroéconomique, plus financière, ce que vient de décrire Alain Kichel, qui est vraiment très importante pour comprendre cet objet qu'est la dette publique. Et je ferai 2 points comprendre les enjeux macroéconomiques de cette dette publique. Le premier point, c'est justement pour insister sur le fait qu'on peut mal la comparer à la dette d'un particulier, c'est que finalement la dette publique, quand on réfléchit, vu que c'est des investissements futurs, on la compare peut-être plus souvent au capital d'une entreprise qu'à de la dette d'une entreprise. Et ça, une manière toute simple de se rendre compte, c'est que avoir une dette élevée, c'est un privilège de riche. Et c'est une marque de puissance. Comme une grande entreprise qui a une forte capitalisation. Aujourd'hui, il y a plein de pays dans le monde qui aimeraient avoir une dette publique à 30% du PIB. Il faut être un pays très riche, comme le Japon, comme l'Europe, les États-Unis, pour avoir une dette élevée. Ce qui ne veut pas dire évidemment que le but c'est d'avoir le niveau de dette publique le plus élevé du monde, mais historiquement, ça a toujours été vrai. C'est un signe de richesse, donc un signe extérieur de richesse. C'est un signe extérieur de richesse. Alors la France se porte bien. Mais évidemment, pour que ça soit conçu comme tel, il faut que cette dette, et ça on en a parlé, ne soit pas faite pour du gaspillage, du court-termisme, et soit vue par les investisseurs, mais aussi par les citoyens, comme des investissements de long terme. Et c'est ça, je pense que là, il y a un accord là-dessus, c'est ça qui est la clé. Et c'est ça qui doit faire l'importance d'un débat public. Et cette notion de long terme de macroéconomie, elle est aussi importante pour le deuxième point que je voulais faire, sur le fait qu'on ne peut pas raisonner sur la dette publique sans prendre en compte le reste de la société. C'est ça que fait la macroéconomie, c'est de ne pas prendre en compte l'État tout seul, mais de prendre en compte les entreprises, les ménages, etc. Et là, il y a sûrement des cas qui étaient décrits où on peut avoir des cas où on peut réduire la dette publique sans avoir de transfert ailleurs, mais pour beaucoup de cas, si on réduit la dette publique, on crée de la dette ailleurs. Et dans des secteurs où l'État fonctionne plutôt bien, ce sont des manières de fonctionner mieux comme la santé et l'éducation, si on réduit la dépense publique là-dedans, on crée de la dette ailleurs. Un exemple très important, si on était aux États-Unis aujourd'hui, ils ont la même dette publique en pourcentage du PIB que nous, mais ils parlent très peu de dette publique là-bas. Ils parlent de quoi? De la dette des étudiants. Pourquoi la dette des étudiants? Parce que l'État s'est retiré du système d'éducation. En France, on a encore, à mon avis, insuffisamment, on finance l'éducation publique dans le supérieur, mais on a quand même des frais d'inscription plus faibles. Aux États-Unis, en Angleterre, l'État s'est beaucoup retiré, et les étudiants sont, alors là c'est complètement surendetté, et on est en train de perdre la liberté. On est à 10% du PIB, les prévisions pour l'Angleterre, c'est 20% du PIB
dans 15 ans de dette des étudiants en pourcentage du pays. Voilà ce qui peut arriver si l'État se retire d'un secteur qui est bien assuré par le système public. Et là, les conséquences en termes d'inégalité sociale, mais aussi de stabilité financière. Parce que la dette des étudiants, il faut vous dire qu'elle n'est pas repayée comme la dette d'un État sûr et souverain comme est la France. Et que fait les États-Unis aujourd'hui? Biden est en train de racheter la dette des étudiants pour des raisons d'inégalité et de stabilité financière. Et ça, il faut vraiment avoir en tête cette vision macroéconomique que la dette peut se déplacer. Et dans une société où tout le monde dit c'est une société vieillissante, ça, je vois pas trop ce qu'on peut faire ici, si quelqu'un a une solution radicale qui l'a dit, et on va faire une société vieillissante, donc les dépenses de santé vont augmenter. On sait que c'est une société qui va vers une société de la connaissance, les dépenses d'éducation vont augmenter, l'environnement, on n'en parle même pas. Donc dans cette question, voilà, c'est là, je pense que c'est comme ça qu'il faut poser aujourd'hui le débat de la dette publique, et comment justifier aux citoyens quelles dépenses sont justes, quelles dépenses sont bien, mais quelles dépenses sont des investissements nécessaires à long terme que seul l'État peut prendre en charge, parce que sinon, eh bien, ça sera de la dette qui explosera ailleurs, avec des risques, comme on disait, d'inégalité, d'inefficacité, mais aussi de stabilité financière. Ah oui, la dette, effectivement, je me tourne vers vous, Gabriel Attal. On va parler de l'avenir de la dette maintenant. Effectivement, avec les crises à venir que vous mentionnez, Eric Monet, on parle beaucoup aujourd'hui, à l'arrêt du MEDEF, de la crise énergétique, ça n'est pas la seule, la révolution numérique qui nous attend, les investissements colossaux que nous allons devoir mener pour la transition environnementale au sens large, à moyen et long terme, vont probablement alourdir encore notre dette. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, les impôts rentrent bien, ça permet de financer tout ça, mais pour la suite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La dette va-t-elle devoir augmenter? Est-ce qu'il ne faut pas changer les règles à ce moment-là au niveau européen? Peut-être pour rebondir très rapidement sur le débat qu'on a eu depuis une demi-heure. Prenons 2 quinquennats, 2 crises. La crise de 2008, c'est celle qu'on a vécue. Effectivement, dans chacun de ces quinquennats, on se retrouve à la fin avec 600 milliards de dettes supplémentaires. Mais dans un cas, le quinquennat qui vient de s'écouler, on se retrouve avec 2 points de chômage en moins, là où dans le quinquennat d'avant, c'était 2 points de chômage en plus. Dans un cas, on se retrouve avec une croissance locomotive en Europe, dans l'autre, on se retrouvait avec une récession. Je ne dis pas ça pour dire qu'on fait mieux que ce que faisait notre pays et le gouvernement à l'époque. Non, parce que la réalité, c'est qu'on apprend aussi dans notre pays. On apprend de la gestion des crises qui sont advenues auparavant, et probablement que si nous avons fait les bons choix dans le cadre de cette crise, c'est aussi parce que nous avons appris de la manière dont les choix ont été faits dans des crises précédentes. Mais c'est simplement pour remettre les choses en perspective. Je pense que c'est important de se dire aussi à quoi ont servi nos choix budgétaires. Ils ont été bons pour les finances publiques, bons pour l'économie française et bons pour notre pays à long terme. Sur les économies ensuite, oui, on peut baisser, on peut maîtriser la dépense publique. Ça nécessite de faire des choix politiques. On en a fait un certain nombre depuis 5 ans. Et moi j'aurais aimé qu'on bénéficie davantage de soutien, y compris face à des choix difficiles. Je donne un exemple. Début du quinquennat d'Emmanuel Macron, du 1er 2017. On fait un choix, qui était un choix difficile politiquement, de mettre fin aux emplois aidés dans notre pays. C'était dur. On a eu tout le monde contre nous. C'est 2,5 milliards par an qu'on a économisé en passant de 300 000 emplois 400 000 même à l'époque, ils sont à 100 000. À 60 000. On est descendu à 60 000. On n'a bénéficié d'aucun soutien politique, d'aucun parti politique de l'opposition, d'aucun président de région, d'aucun... Voilà. C'est difficile de faire des choix, on est prêt à les faire, mais encore faut-il nous accompagner quand on affirme vouloir réduire la dépense publique. On a fait la première réforme de l'assurance chômage il y a 1 an, face aux syndicats qui étaient opposés. Pas de soutien politique non plus. Donc moi je veux entendre dans les propos qui sont tenus un soutien à venir pour la réforme nouvelle de l'assurance chômage, pour la réforme des retraites, pour la réforme du RSA que nous avons annoncé, pour la maîtrise des dépenses publiques. Pour l'instant je ne l'ai pas beaucoup vu dans l'hémicycle. Et moi je trouve que c'est un peu facile parfois d'affirmer sur des plateaux on est pour des économies, et quand on se retrouve dans l'hémicycle, vous avez rappelé tout à l'heure les amendements qui étaient portés par des groupes d'opposition, y compris qui se prétendent responsables budgétairement, on est face à une vaste partie qui veut cramer des milliards. 100 milliards d'euros d'amendements de dépenses supplémentaires et de pertes de recettes pour l'État, aucune proposition d'économie dans le projet de loi de finances rectificative cet été. Donc oui, il faut qu'on travaille tous ensemble pour adresser ce problème, il faut le faire avec lucidité, sans tabou, et avec cet esprit de compromis, on y est prêt. Sur la question sur l'Europe, quelle position de la France? Les critères de Maastricht qui sont très anciens, ils ont mon âge, ils ont été assouplis un certain nombre de fois. Il faut d'abord être pragmatique. Pour faire évoluer ces critères, il faut l'unanimité.
On sait qu'il y a des divergences assez fortes entre les pays nordiques, entre d'autres pays sur l'évolution de ces critères. Moi je pense que les 3%, c'est un bon critère de pilotage d'une politique budgétaire. C'est par ailleurs, on le sait, le ratio qui nous permet de commencer à rembourser notre dette économiquement, donc c'est important de le garder. Ensuite, la question c'est comment est-ce qu'on est capable de faire évoluer la prise en compte de dépenses qui sont nécessaires pour accompagner ce qui était évoqué tout à l'heure sur la transition écologique, sur la formation. On sait qu'on a des dépenses qui sont nécessaires si on veut accompagner notre pays dans la mutation écologique, si on veut investir massivement dans la formation, dans la qualification des salariés pour améliorer le potentiel de croissance de la France. C'est ça les débats qui sont menés au niveau européen aujourd'hui par Bruno Le Maire, et c'est ça la position de la France. Bon, Laurent Wauquiez, une réaction, qui veut cramer des milliards à l'Assemblée, stop ou encore, et puis un mot sur la réglementation européenne qui va être au cœur des dossiers l'année prochaine. Moi, ma conviction, et le sujet absolument pas de se livrer à un jeu de patates chaudes qui est sincèrement pas du tout à la hauteur du sujet qu'on a devant nous. Ma conviction, c'est que si on veut redresser tout à la fois les finances publiques et l'économie, le point essentiel, c'est la différence entre le travail et l'assistanat. Il y a 10 ans, m'arrive d'avoir des formules qui n'ont pas la prudence que suppose la diplomatie politique, mais j'avais dit l'assistanat va être un cancer pour notre économie. Aujourd'hui, on y est. Et ce que je redoute un peu, c'est que dans notre pays, quand on dit bah oui, mais on peut faire quand même de la dépense publique et de la dette, parce que quand même ça peut avoir un effet positif, il ne faut pas se tromper. Dans les arbitrages politiques à la fin, ça finit toujours avec des primes gouvernementales et des chèques. Le résultat aujourd'hui dans notre pays, si on est très clair, c'est qu'il n'y a plus aucune incitation au travail. Quelqu'un qui est au SMIC n'a pas intérêt dans notre pays à travailler. Notre système d'assurance chômage est un système qui décourage totalement et qui encourage le fait de faire des allers-retours. Je fais des périodes de travail, je fais des périodes où je récupère l'argent que j'ai cotisé. On en est quand même là en termes de formule. On n'en est même plus. Avec un certain nombre d'amis industriels qui me disaient maintenant c'est même plus des ruptures conventionnelles, ils ne se donnent même plus cette aide, on fait des abandons de postes. Et tout ça a des coûts pharaoniques. C'est-à-dire on n'est plus dans l'esprit de notre système de solidarité qui faisait la fierté de la France, dans lequel on aide temporairement des gens qui sont temporairement en difficulté. On est dans un système où on joue structurellement avec un système qui lui-même est devenu absurde. Et je reprends ce point parce que c'est très important qu'on le partage ensemble. Le taux d'activité de l'Allemagne est à 77%. Le taux d'activité de la France est à 67%. Vous gagnez ces 10 points de différence, M. Attal n'a plus de travail et il peut dormir tranquille. On est à l'équilibre budgétaire. C'est le consensus absolu de tous les économistes. Et donc pour que M. Attal puisse bien dormir, et moi je suis tout prêt à y contribuer, eh ben, il y a un seul domaine sur lequel il faut se concentrer, et c'est le seul sur lequel on doit faire porter nos discussions, c'est comment vous remettez le travail au cœur de la société française. Tout le reste c'est du gadget et c'est la différence. Je reviens dans des situations très différentes. Est-ce que ça peut continuer, le one size fits all, ou est-ce qu'on doit se diriger vers davantage de sur-mesure? D'ores et déjà, dès que ces règles ont été imposées, elles posaient quand même déjà une vraie question, parce que à ce moment-là, la France, l'Allemagne avaient à peu près entre 40 et 50% de dette sur PIB. Déjà, l'Italie, l'Espagne étaient plutôt au-delà de 100, 120, Grèce et ça. Donc vous aviez déjà une divergence au sein de la zone euro. Ces divergences se sont accentuées avec le temps. Le seul pays qui, si on regarde la comparaison avec l'Allemagne, a quelque part gardé une différence d'endettement similaire ou l'a un tout petit peu réduit avec l'Allemagne, c'est le Portugal. Sinon, pour tous les autres pays, il y a une divergence extrêmement forte. Donc est-ce qu'on peut vraiment, dans des environnements économiques qui sont complètement différents, alors que vous avez des économies qui sont divergentes, qui ont des problématiques qui sont extrêmement différentes, parce que les chiffres que vous citez sur l'Allemagne sont tout à fait vrais, mais quand on regarde typiquement les salaires aussi allemands, quand on regarde la structure de l'économie allemande, elle est très différente de la nôtre, parce que typiquement sur les sujets énergétiques, ils ont construit une économie de manière très très différente, avec une subvention quelque part de l'énergie qui leur a été fournie. Donc c'est là où il faut qu'on fasse attention, parce que si on compare les choses, les économies sont en fait extrêmement différentes. Donc je pense qu'on ne peut s'en sortir très franchement qu'avec du sur-mesure. Alors est-ce que le sur-mesure, c'est le fait de dire il y a un ratio qui va s'appliquer, et puis par rapport à ce ratio, on a certaines souplesses pour certaines dépenses. Parce que l'Allemagne, si on reprend l'Allemagne, n'avait pas de dépenses militaires non plus. Maintenant,
découvre qu'il y a la nécessité d'une dépense militaire. C'était la même chose pour la Grèce. On a demandé à la Grèce de baisser massivement son budget militaire. Bon, il y avait quand même un sujet de Turquie à côté, c'était un vrai sujet de souveraineté sur le coup pour eux. Donc c'est là où il faut faire très attention avec ces chiffres. Donc on peut les traiter avec un ratio et on dit au-dessus il y a des dépenses militaires ou des dépenses communes ou une caisse de réserve pour des crises, tout ça peut se faire. Ou on a des gestions plus sur mesure. Le sujet du sur-mesure, c'est qu'il faut que quelqu'un détermine si une sur-mesure est acceptable ou pas. Et ça peut donner lieu à des pays qui peuvent un peu se sentir sous tutelle ou examinés et pas forcément vouloir se soumettre à cette règle. On a chacun nos problèmes à régler et on a ce problème d'industrialisation, de compétitivité, de balance commerciale à régler, sans quoi on risque d'avoir, nous, de vrais sujets. Et si on compare avec la Grèce, le sujet n'est pas là, mais quand vous avez un pays dont 25% du PIB dépend du tourisme et que vous n'avez toujours pas réglé ce sujet-là après avoir eu vraiment des ajustements fiscaux mais colossaux. La Grèce n'est toujours pas revenue au salaire minimum de 2011. Donc c'est vraiment colossal. Ils sont encore très en dessous de ce qu'ils avaient en salaire minimum. Vous ne pourrez pas avoir de solution, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc il faut s'attaquer au vrai problème et la balance commerciale pour la France est un des sujets à traiter.